Vous êtes sur CGTN français en direct depuis Beijing et bienvenue dans cette nouvelle émission L'Essentiel, une émission qui décryptera tous les mardis et jeudis les grands sujets d'actualité internationale avec nos analystes sur place et en ligne. Pour cette première, nous allons intéresser à l'Europe. Pour la première fois depuis 14 ans, la France a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne le 1er janvier. La France va assumer pour 6 mois la présidence tournante. Et quelles sont les ambitions de Emmanuel Macron pour cette présidence et quels en sont les enjeux politiques puisque cette présidence aura lieu en pleine campagne présidentielle française. Et pour décrypter ces enjeux, je suis avec Nicolas Yeurezin et Jean Chenroy, commandateur de CGTN. Et nous sommes en ligne également avec monsieur Xu Tieping, politologue, et également Elsa Sereux, correspondante de CGTN à Paris. Bonjour à tous. Et n'hésitez pas à participer à notre émission en nous envoyant des messages sur nos réseaux sociaux car vos avis nous intéressent. Donc la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne revient à la France pour une durée de 6 mois. Nicolas, à quoi sert la présidence du Conseil de l'UE? Quelle est sa principale mission? Bon, le Conseil de l'Union européenne partage le pouvoir législatif et budgétaire avec le Parlement européen. Il conclut des accords internationaux au nom de l'UE avec des organisations étrangères. Donc en fait, grosso modo, la Commission européenne va proposer des lois qui vont être étudiées par le Parlement européen et par ce Conseil de l'Union européenne. Et ce Conseil, une fois il va y avoir un mécanisme dit de codécision, où le Parlement et le Conseil de l'UE vont se mettre d'accord sur ces lois, vont les étudier, vont négocier. Et puis voilà, après, ça sera à la Commission européenne d'exécuter ces lois. Mm. Voilà, en gros. Et il y a également, elle doit se concentrer aussi sur le budget de l'Europe et voir un petit peu coordonner les politiques économiques des différents pays de l'UE. Donc tout ça, ce sera présidé par Emmanuel Macron. Monsieur Xu, est-ce que ça reviendra à dire que Macron va en quelque sorte présider toute l'Europe? Aujourd'hui, il y a plus de 26 membres. Donc, par principe d'égalité, chaque pays, soit grand ou petit, a la fonction de 6 mois. Donc, c'est plutôt symbolique. L'essentiel, c'est faire la coordination. Et dans les cas, par exemple, la France veut le leader de l'Europe unie, de l'Europe souverainiste, il peut en profiter pour lancer quelques initiatives de poids dans la faisabilité face à une situation où, par exemple, le Biden, la Russie de Poutine, etc., et que l'Europe cherche à renforcer sa souveraineté. Et donc, on sent qu'au moins pendant 6 mois, la France sera au centre du jeu en Europe. Chenroy, le président Macron présidera le Conseil de l'UE, mais il y a aussi la commission de l'UE. Quel rôle par rapport à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne? Aujourd'hui, on a tendance de faire la comparaison entre ces deux personnes, mais finalement, au niveau de la représentation de l'Union européenne, c'est vrai qu'aujourd'hui, la France prend le dessus, puisque c'est la France qui est aujourd'hui, qui prend ce relais et qui est devenu donc le président de l'Union européenne, du Conseil de l'Union européenne, alors que Ursula von der Leyen, de son côté, c'est plutôt le côté, on dirait, de la Commission de l'Union européenne. Alors, le rôle de la Commission de l'Union européenne, c'est aussi fondamental. C'est-à-dire que même on parle d'une manière, au niveau de la représentation de l'Europe, oui, aujourd'hui, la France prend le dessus, alors que dans tout ce qui est la gestion des affaires quotidiennes et aussi dans l'application du budget pour l'Union européenne, dans l'application des fonds européens, dans l'application aussi des textes votés par les parlements, en fait, finalement, c'est Ursula von der Leyen, c'est la Commission qui gère des affaires au quotidien. Donc, il joue quand même un rôle très important dans l'Union européenne. Donc, les deux personnes sont tous les deux importants, mais aujourd'hui, au niveau de la représentation, c'est vrai que la France prend le dessus. Bah justement, on va mieux connaître sur quoi la France va-t-elle insister dans l'agenda européen. On va poser la question à Elsa. Elsa, donc, Alors, cet agenda, oui. oui, donc avec cette présidence, sur quoi la France va-t-elle insister sur l'agenda européen?
Alors cet agenda européen, Emmanuel Macron l'a longuement détaillé dans une conférence de presse qu'il a donnée le 9 décembre dernier, en alternance avec son secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune. Alors c'était un discours très long, très fouillé. On a senti vraiment l'européanisme enthousiasme d'Emmanuel Macron dans ce discours. Et c'est un discours, bien évidemment, qui a été très commenté, très critiqué aussi, puisque, par exemple, le lendemain, un grand quotidien français disait de ce discours d'Emmanuel Macron qui ressemblait à une lettre au Père Noël. Alors, évidemment, ce n'est pas très gentil, mais effectivement, il a été qualifié d'irréalisable et de trop ambitieux. Alors, on peut dégager, si vous voulez, à peu près 3 axes principaux dans l'agenda français d'Emmanuel Macron pour cette présidence tournante de l'Union européenne. Le premier, c'est le contrôle des frontières de l'Union européenne. Alors, pour ce faire, il envisage de réformer l'espace Schengen. L'espace Schengen, je dis très vite pour les gens qui ne seraient pas familiarisés avec les traités européens, c'est un traité qui a été décidé en 1995 et qui permet en fait aux résidents de l'Union européenne de circuler librement et sans contrôle. Alors, le Schengen, ça regroupe 22 États membres, donc tous les membres de l'Union européenne ne font pas partie de l'espace Schengen. Il y a 22 États membres, 6 États non membres, donc l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein et je ne sais plus exactement, enfin, non, il y en a 4, pardon, excusez-moi. Bref, donc l'espace Schengen, ça regroupe à peu près 400 millions d'habitants, donc c'est énorme. Donc, il envisage de réformer l'espace Schengen et c'est ce qu'on lui reproche en fait, c'est qu'on pense que c'est quelque chose de trop ambitieux et d'impossible, sauf que ces derniers mois se sont déroulés en Union européenne des drames humains affreux avec la mort de centaines de migrants, notamment dans la Manche qui tentaient de rejoindre l'Angleterre, en mer Méditerranéen, et il y a eu cette crise migratoire des migrants aux frontières de la Pologne, de la Lituanie et de la Lettonie qui a vraiment marqué les esprits parce qu'ils vivaient dans des conditions abominables, ils ont été maltraités. Donc ça, vraiment, je pense qu'il y a eu une sorte de cri d'alarme et Emmanuel Macron a dû se dire qu'il fallait vraiment envisager un mécanisme d'aide d'urgence aux frontières. Donc c'est ce qu'il va proposer, en fait, un mécanisme d'urgence d'aide aux frontières en cas de grave crise migratoire comme ça a été le cas ces derniers mois. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le volet économique et social. Alors, il a également là un chantier de taille, c'est l'instauration d'un SMIC européen. Donc, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission. Je ne vais pas m'y attarder maintenant, mais donc ça, ce serait une harmonisation du salaire minimum, en fait, à l'échelle européenne, bien évidemment. Et également tout un chantier de relance de la production. Emmanuel Macron veut que l'Union européenne soit un pôle de production mondiale, c'est-à-dire il veut relancer la production industrielle, ce qui jusqu'à maintenant n'était pas vraiment une priorité, on va dire, dans l'Union. Troisième chantier, c'est celui de la défense. Alors la défense, il a parlé de nouvelles menaces en fait qui menaceraient le bloc européen. Alors ces menaces, on peut les qualifier en fait surtout c'est de la cybercriminalité et des menaces éventuellement terroristes, etc. Donc, renforcement de la défense à l'échelle européenne, donc un bloc européen pour harmoniser la défense, et un mini chantier en fait qui a été très important. Il a beaucoup insisté dessus. On sait que Emmanuel Macron est très attaché à l'Afrique. Il voudrait relancer le partenariat avec l'Afrique, notamment l'Afrique du Nord et le Sahel. Il voudrait accompagner l'Afrique pour défendre l'Afrique donc pour la menace terroriste et aussi pour l'accompagner dans sa transition écologique. On sait que la France a beaucoup travaillé dans le Sahel pour instaurer une grande muraille verte pour lutter contre l'avancée du désert et on sait qu'elle est toujours en cours et que c'est un chantier qui marche et qui est efficace à l'échelle du Sahel. Donc voilà, c'est les trois grands chantiers effectivement qui sont très ambitieux qu'Emmanuel Macron s'est fixé pour cette présidence. Comme vous dites, on voit ces propositions de la présidence européenne, améliorer la politique de défense, taxer le carbone dans le cadre d'un pacte écologique, mieux réguler les géants du numérique, harmoniser le salaire minimum en Europe. On sent de grandes ambitions du président Macron. Mais le discours est critiqué, comme vous dites, Elsa. Mais ce serait quand même intéressant d'évoquer les enjeux politiques, puisque la présidentielle française est pleinement en cours pendant les 5 mois qui viennent. C'est donc ce dont on va parler tout à l'heure, mais avant cela, une autre question sur la déclaration du président Macron. Monsieur Chu, il a annoncé qu'il y a 3 mots-clés durant cette présidence, à savoir relance, puissance et appartenance. Et comment interprétez-vous ces 3 mots-clés ?
Mon avis, c'est que pendant une durée de 6 mois, donc c'est limité. Et il existe une sorte de l'ordre de priorité. Moi, j'ai bien entendu, par exemple, quand on dit régulation des immigrants, les relations particulières avec le partenariat de pays africains, notamment nord au Sahel. Mais là, moi, je pense la priorité pour la France pour le moment, surtout à un moment où, par exemple, le nouveau chancelier allemand n'est pas encore bien affiché et bien affirmé. Donc, ça donne plutôt une liberté, de, euh, une marche beaucoup plus grande pour le président français pour montrer comme un leader de l'Union européenne en se proposant, en lançant quelques initiatives. Premièrement, probablement, c'est la mesure au défi pandémique, notamment par exemple quand on a vu depuis 2 ans environ, la solidarité européenne n'est pas si solide comme on le pense. Et deuxième, c'est qu'on a vu surtout par exemple le retrait Brexit, une nouvelle administration Biden n'est pas très conforme aux vœux souhaités par exemple des Européens et la crise avec l'Ukraine. Donc géopolitiquement, il s'agit par exemple d'un choix un peu difficile, sensible pour l'Union européenne. Et dans ce cas-là, probablement, la France peut profiter de ce moment pour se montrer, se proposant quelques mesures dans le choix de la souveraineté européenne. En ce qui concerne, par exemple, le minimum social, etc., le salaire SMIC, etc., là, probablement, ça reste sur les papiers parce que, bon, quand on pense à la faisabilité, ça doit prendre plus de temps et plus long. Donc, quand on dit relance, consolidation, là, probablement, c'est que la France, à ce moment de 6 mois de ce 2022, pourrait faire quelque chose au moins de mobilisation. Alors que la France est en pleine présidence du Conseil de l'Union européenne et Emmanuel Macron fait surtout face à la bataille présidentielle de 2022 où il sera très probablement candidat à un nouveau mandat de président de la République. Et nous allons parler justement des enjeux politiques et n'hésitez pas à participer à notre émission en nous envoyant des messages sur nos réseaux sociaux car vos avis nous intéressent. Donc on se pose la question, cette présidence va-t-elle servir ou entraver les intérêts de son candidat en France et dans quelle mesure? Nicolas, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense que Emmanuel Macron, on rappelle, il a été élu en 2017 en se présentant comme un Européen, un européiste convaincu. Donc, le fait que, je dirais que la France prenne la présidence de l'Union européenne en ce moment, le 1er janvier, justement au début quasiment de la campagne présidentielle, je dirais que c'est un bon coup à jouer pour lui, parce qu'il peut se montrer, voilà, comme on l'avait dit précédemment, que la France peut donner un élan à l'Union européenne grâce à cette présidence, peut engager des réformes peut-être, même si elle n'ira pas jusqu'au bout. De toute façon, elle peut lancer des grands chantiers. Elle a la maîtrise de l'agenda, des discussions qui vont avoir lieu au sein de l'Union européenne, dans ce Conseil de l'Union européenne. Donc je pense qu'il a beaucoup à jouer en montrant que oui, il a la maîtrise des événements, de l'Europe. C'est un président qui est pro-européen et qui peut montrer la voie à suivre. Et ça, en plus, effectivement, comme il y a eu un changement dernièrement au niveau de l'Allemagne avec le nouveau chancelier qui arrive, la France, qui était un des 2 leaders avec l'Allemagne de l'Europe, là se retrouve un peu seul leader pour l'instant et je pense qu'il va en profiter. Ça peut vraiment lui servir pour sa campagne. Ça va vraiment mettre la France au centre du jeu en Europe. Et Elsa, tout à l'heure vous avez dit que son discours a reçu plus de critiques que d'applaudissements. Et donc, pensez-vous que cette présidence va entraver les intérêts de son mandat en France? Alors en fait, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Nicolas, parce qu'en fait, je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit, sauf que je vais nuancer ses propos quand même. Alors, c'est pas mon point de vue personnel, mais on constate quand même depuis quelques années une montée de l'euroscepticisme en France, et je pense que la France est en train de basculer en fait majoritairement vers l'euroscepticisme. Je m'explique. Juste avant Noël, il y a le journal de Dimanche qui a publié un sondage très intéressant. Ils ont posé la question en français, comment envisage-t-il la souveraineté européenne? Et en fait, à 40%, les gens ont répondu qu'ils souhaitaient une Europe des nations. Donc j'explique.
les gens veulent une France forte dans l'Europe. En fait, ils s'intéressent principalement à la France. Et seuls 29% des gens ont répondu qu'ils préféraient une Europe forte, souveraine. Donc on voit quand même qu'il y a un décalage, et je pense que ces 29% qui ont répondu qu'ils préféraient une Europe plus forte correspond à l'électorat d'Emmanuel Macron. Donc 40% et 29%, il y a quand même une sorte de décalage. Et en fait, pour compléter mon propos, je vais vous parler de la toute récente polémique qu'il y a eu. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler jusqu'en Chine, mais il y a eu cette polémique du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe le week-end dernier. Alors, en fait, ils ont installé un drapeau géant de l'Union européenne sous l'Arc de Triomphe, et il n'y est pas resté 24 heures, tellement il y a eu de polémiques et de critiques par rapport à ça. Les gens pensent qu'Emmanuel Macron a voulu faire une sorte de provocation, en fait, par rapport à ce drapeau-là, parce qu'en fait, le drapeau, c'est un peu compliqué, mais le drapeau européen, en fait, ne peut pas être mis seul sur un monument. Il faut toujours qu'il soit accompagné du drapeau français. Donc les gens lui ont reproché d'avoir enlevé le drapeau français, même si je pense qu'il n'y avait aucun mal derrière ce drapeau européen. Justement, c'était pour annoncer que pendant 6 mois, l'Europe allait être au centre de toutes les préoccupations. Donc les gens y ont vu une provocation, et donc les partis d'extrême droite, d'extrême droite notamment, sont montés au créneau pour dire voilà, nous, il faut que le drapeau, c'est la France d'abord, l'Europe, c'est autre chose. Et en fait, je pense que l'euroscepticisme commence à monter en France. Je trouve qu'on le sent plus maintenant. Et sur ce point-là, c'est vraiment intéressant de savoir dans quel sens ça pourra jouer sur sa candidature face à ses potentiels concurrents comme Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon, qui ne chantent pas la même chanson, puisque pour eux, la France est bien au-dessus de l'Europe. Et les Français se sentent un peu décrets. Et pareil pour toute l'Europe. Oui, comme l'a dit Elsa, il y a un grand fossé à la montée de l'euroscepticisme. Oui, évidemment, Macron, s'il arrive à... Il va jamais convaincre les eurosceptiques de se joindre à lui, de toute façon. Donc ce qu'il veut, c'est peut-être essayer de convaincre les indécis, ceux qui se trouvent un peu au centre, qui ne savent pas encore trop, de le suivre. Évidemment, impossible de convaincre ceux qui sont opposés à l'ordre. Je reprends ce que Elsa a dit, c'est très intéressant en fait, en montrant des exemples qu'aujourd'hui en France, on n'est pas tous pro-Europe, et c'est pour ça que ça pourrait être aussi un défi pour Emmanuel Macron. À la fois, ça pourrait le servir dans la présidentielle qui arrive dans 2 mois. En même temps, ça pourrait également le desservir, puisqu'aujourd'hui, d'abord, on constate qu'aujourd'hui, si on prend tous les différents camps politiques et toutes les idées politiques, la plupart des socialistes et la plupart des républicains sont plutôt pro-européens, y compris les écologistes sont plus pro-Europe. Et après, si vous prenez des gens de l'extrême droite comme Zemmour, Marine Le Pen et même Mélenchon, qui est très sceptique là-dessus, qui a beaucoup critiqué sur le rôle de l'Europe aujourd'hui et qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, et puis même il a même remis en question cette idée de l'Europe, comment construire le continent et comment construire l'Union européenne. Voilà, donc aujourd'hui on constate en effet qu'il y a 2 différents courants. Il y a le côté des Français qui sont pro-Europe et qui essayent avoir toujours ce rôle de leader au sein de l'Union européenne, mais en même temps on voit très bien que cette montée de l'euroscepticisme, c'est-à-dire est-ce que aujourd'hui c'est la peine, quel est le rôle de la France aujourd'hui dans l'Union européenne? Ça, c'est encore une autre question à traiter. Donc ça dépend comment est-ce qu'il va jouer. Et après, tout le monde attend aujourd'hui de la France, à partir du 1er janvier, quelles seront les actions des Français, quelles seront les attitudes de la France et quelles initiatives vont être proposées par Emmanuel Macron. Et ça, ce sont effectivement des idées à suivre et des affaires à suivre dans les 6 mois qui viennent. C'est vrai qu'on peut avoir une première image en disant que l'image du président de l'Europe peut lui servir de son mandat en France. Mais comment manier cet équilibre entre la place de l'Europe et celle de la France, c'est pas évident. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Chu? Est-ce que c'est double tranchant pour Emmanuel Macron? Oui, on peut dire le tranchant. D'une part, par exemple, le président Macron peut montrer une attitude de renforcement, dans la ligne de renforcement de l'Europe, tout en consolidant, disons, ses partisans, disons, les Européens convaincus, sans pour autant de réduire, par exemple, cette tendance de montée, d'augmentation de eurosceptiques. Là, seulement quelques mois, non.
ça ne va pas du tout. En revanche, moi, je pense que c'était surtout, c'est que pendant cette période, je dirais, de crise, si vous voulez, c'est que l'essentiel, c'est que la focalisation publique reste encore sur les dossiers intérieurs, sécurité, le défi aux pandémies, la relance économique. Si on a fait, disons, fait plus de progrès dans ce domaine, alors là, il y aurait une réduction de cette opposition contre renforcement de l'Europe, pro-européen, etc. Donc l'essentiel se joue encore sur les dossiers domestiques. Et après, Et là, d'ailleurs, par exemple, c'est que M. Macron n'a pas encore affiché son choix de faire de participer de nouveau, mais au plus tard, seulement dans un mois, ce serait, disons, bien affiché. Moi, je pense que le président a bien maîtrisé ce besoin, ce sentiment du public. D'une part, bien sûr, il y a une série de déclarations, d'initiatives, de grands objectifs à réaliser pour l'Union européenne, mais parallèlement, il y aurait essentiellement certaines mesures sociales, domestiques, qui veulent changer probablement un petit peu, je dirais, l'électorat en France pour la future élection présidentielle. mais M. Macron, il va forcément essayer de tirer profit dans cette statut du président européen. Par exemple, il veut notamment aboutir sur la question du SMIC européen. Cela peut-il lui donner un soutien social du côté social? Au niveau de la France? Voilà. Ou au niveau de Pendant Non, son mandat en je crois France. pas, comme disait M. Chu, il faut proposer aussi des mesures pour l'intérieur, hein, pour la France. C'est bien beau de parler de l'Europe, oui, une partie de l'électorat de Macron sera content d'entendre que la France s'engage dans l'Europe et travaille aussi à des mesures sociales en Europe, mais au final, quand on sait que l'élection d'un président se fait à l'intérieur, les mesures qu'il fait par exemple pour lutter contre la vague de pandémie de Covid-19 actuellement, la 5e vague, quelles sont ces mesures qui va continuer. Ensuite, au niveau économique, la relance économique également. Donc là, les Français attendent des vraies propositions pour eux. Et Elsa, qu'est-ce que les Français réagissent sur la proposition du président Macron pour aboutir sur la question du SMIC européen? Alors, je vais vous dire ici, en fait, personne n'en parle. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, déjà, 100% de l'actualité en ce moment, c'est la gestion de la crise sanitaire et l'arrivée du variant Omicron qui occupe absolument tous les esprits, tous les débats. Dès qu'on met sur une chaîne d'information, il s'agit d'Omicron. Je pense que l'agenda européen, très honnêtement, les Français s'en préoccupent très peu. Et je voudrais rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Et c'est vrai qu'en fait, il y a une euro-méfiance, on peut le dire hein, très clairement, depuis vraiment longtemps. Je crois qu'en fait, le vieux fantasme des États-Unis d'Europe de Giscard, c'est mort, c'est terminé, plus personne n'y croit. Et justement, Nicolas dit quelque chose d'intéressant, la gestion de la crise sanitaire, en fait, on peut regarder à l'échelle de tous les pays de l'Union européenne, aucun pays ne s'est harmonisé avec son voisin pour gérer la crise de la même manière. C'est-à-dire que chaque pays a sa méthode. Et c'est vrai que ça peut donner un sentiment, il n'y a pas d'unité en fait. Et ça, c'est vraiment prégnant. On sent que les gens ne croient plus en l'Europe. Enfin, en plus, l'Europe, elle a montré ses faiblesses, d'une part avec la crise migratoire, mais ça remonte à bien avant, en 2008, avec la crise grecque. Là, je pense que c'est vraiment deux coups qui ont été très forts portés à l'Union européenne, et je pense que les gens ne croient plus à cette idée des États-Unis d'Europe. Je pense que ça, c'est un peu dépassé. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, Emmanuel Macron, il a un bon bilan social et économique, on peut le dire. Je crois que le chômage a fortement baissé hein, depuis qu'il est au pouvoir. Et c'est vrai que la France s'est illustrée en termes d'innovation numérique. Je pense que ça, c'est vraiment une carte qu'il a jouée qui est très forte. C'est-à-dire que la France s'est vraiment hissée en Europe au niveau du numérique. On a vraiment des startups qui sont devenues des licornes. Vous savez, c'est ces fameuses grandes entreprises cotées en bourse à plus je crois que c'est 1 million d'euros. Je ne me rappelle plus exactement, je ne peux pas me prononcer, mais on a vraiment des entreprises numériques très, 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 très fortes. Et je pense que là, c'est sa carte à jouer. Pour le reste, le SMIC européen, je pense que les gens ne s'en soucient pas, puisqu'il y a des différences de revenus tellement énormes. Par exemple, prenez le salaire moyen en Roumanie.
Et voilà, donc voilà, il y a Ça va être très difficile. Tous les des- pays ne sont pas d'accord là-dessus. Il y a des pays qui mm. pensent que autant garder des salaires bas pour être plus compétitifs, pas forcément les relever. D'autres pays qui ne veulent pas renoncer parce qu'ils n'ont pas de SMIC. Par exemple, les pays d'Europe du Nord n'en ont pas. Et eux n'ont pas envie de changer leur manière de gérer. Donc ça, pour le SMIC européen, je pense que ça, c'est quelque chose qui prendra Ce ne sera plusieurs pas un années. problème qui va gérer pendant Non, non. ces 6 mois-là. Pas du tout. Et après, je veux dire, ça peut se jouer là-dessus puisque c'est bien de proposer cette initiative, c'est bien de faire réfléchir les gens. Et après, est-ce qu'on a assez de temps? Est-ce qu'on a 6 mois Est-ce que devant nous? ouais. Est-ce qu'on pour réaliser en Pragmatiquement, plus est-ce que c'est- le développement économique de différentes parties de l'Europe, c'est pas pareil. L'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Ouest, la définition de ce salaire minimum n'est pas pareil partout en Europe, malgré du fait que ça existe déjà en France. Donc toutes les définitions et les procédures à venir, ça va prendre encore du temps. J'ai une autre question importante qui va intéresser particulièrement notre plateau à Pékin, à Monsieur Xu, c'est que sur la scène, on va parler de la scène internationale, dans son agenda européen, à quoi peut-on s'attendre en ce qui concerne les liens, surtout les liens commerciaux avec la Chine, puisque j'imagine sa position envers la Chine pourrait être un point important pour son mandat en France aussi. Oui, moi je pense que depuis le retrait Brexit, surtout depuis, je dirais que M. Trump et Biden, successivement bien présidents, avec sa politique envers la Chine beaucoup plus antagoniste et hostile, l'Europe dans une position de choix, faut-il plutôt suivre, je dirais, Washington ou garder une certaine autonomie vis-à-vis de Washington en renforçant, je dirais, le partenariat avec la Chine, pas seulement économique, mais aussi monétaire, etc. On voit que aujourd'hui, c'est un choix pas encore définitivement fixé. Il y a une certaine incertitude. Certains pays s'approchent plutôt plus loin dans l'opposition. D'autres, disons, hésitent. Toute l'importance de certains pays de poids comme la France ou l'Allemagne, et jusqu'à maintenant, on a vu surtout, je dirais, un choix plutôt go and see, c'est-à-dire passer pas totalement, je dirais, suiviste de la politique américaine, mais sans pour autant de montrer une autonomie ou une souveraineté décisionnelle suffisante. Là, cette situation va encore traîner un peu plus de temps. Notamment, je pense que c'est le nouveau chancelier allemand peut, je dirais, modifier peut-être ou pousser, disons, clarification de la position de Bruxelles, si vous voulez. Revenons à nos moutons. Moi, je pense, oui, c'est que la présidence française de 6 mois pourrait renforcer un peu la statut de leader, même limité relatif à la France. Mais l'essentiel, je dirais tout de même, c'est dans la maîtrisation des dossiers, des enjeux domestiques et amélioration intérieure. Là, c'est essentiel pour, disons, une éventualité de réélection. En espérant avoir une coopération plus proche entre la France et la Chine. Et c'est la fin de cette édition. Merci Nicolas Changhui et Elsa et Monsieur Xu de votre participation et votre échange. On se donne rendez-vous tous les jeudis et mardis dans l'essentiel. À très bientôt sur CGTN Français.